Bonsoir à tous. Bonsoir Thérèse Loken-Geziel. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur de Norvège en Algérie et en Tunisie. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence évidemment cette interview avec la situation dramatique à Gaza. Il faut faire entrer la vie à Gaza, c'est ce que disent aujourd'hui les personnalités du monde entier. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, tant d'impuissance, notamment européenne, face à cette situation dramatique et surtout à la famine dans la région? C'est vrai, nous sommes témoins d'une catastrophe qui se déroule sous nos yeux. Et nous avons été parmi les premiers, le ministre norvégien Espen Barth Eide, déjà à l'automne 2023, pendant la première conférence à Égypte, a appelé à un cessez-le-feu immédiat. L'acheminement de l'aide humanitaire est devenu quelque chose de primordial. Ce n'est plus possible de voir le droit humanitaire être bafoué dans la manière dont on observe. Mais vous avez raison, c'est un contexte politique international complexe. Il ne faut pas baisser les bras et de la part de la Norvège, nous sommes contents de voir qu'au moins maintenant nous sommes suivis et il y a de plus en plus d'États qui n'avaient pas encore reconnu l'État de Palestine d'envisager de le faire à New York au mois de septembre. Et ça montre à tel point nous aimerons mettre la pression pour cesser les hostilités, cesser les massacres, un cessez-le-feu où les otages peuvent être libérés et retourner à leur famille, où les Palestiniens peuvent vivre et survivre, et surtout commencer à travailler sur une solution politique à long terme. Est-ce que vous pensez que c'est un pas important que beaucoup de pays européens, notamment le Royaume-Uni et la France, annoncent cette reconnaissance en septembre prochain à l'Assemblée générale de l'ONU? Est-ce que vous pensez que ça peut faire avancer les choses dans la région et mettre fin au drame de Gaza? Maintenant, nous devons utiliser tous les leviers politiques, diplomatiques, économiques que nous avons pour faire cesser les hostilités, pour que les otages retournent chez eux, pour que les Palestiniens puissent enfin avoir l'aide qu'ils ont besoin, mais d'une manière vitale. Et ces reconnaissances font partie de ce levier. Et concernant cette reconnaissance, votre pays, la Norvège, a reconnu l'État de Palestine en mai 2024. Alors, d'abord, pourquoi avoir choisi ce moment de mai 2024 pour reconnaître l'État de Palestine, 10 ans après votre voisine, la Suède, qui, elle, a reconnu l'État de Palestine en 2014? Alors, laissez-moi faire un petit rappel historique. La Norvège s'est engagée pour faciliter des discussions entre les acteurs israéliens et palestiniens depuis plus de 30 ans. Le processus d'Oslo est bien connu, mais nous avons aussi présidé le groupe de coordination de l'aide, de soutien à l'autorité palestinienne depuis 30 ans. Et jusqu'à récemment, l'Israël faisait partie de ce groupe. C'est-à-dire que nous avions un rôle assez discret, mais quand même de substance dans les pourparlers qui a eu lieu, qui malheureusement est à l'arrêt depuis de nombreuses années maintenant. Nous avons donc voulu choisir le bon moment pour utiliser cette carte que nous jouons qu'une seule fois, la reconnaissance Celle de la d'un État. reconnaissance. Et le gouvernement norvégien a décidé l'année dernière, au mois de mai, qu'il était temps. En mai 2024. Est-ce qu'on peut dire que ce geste de la reconnaissance conforte la place de la Norvège dans le processus politique et diplomatique? Est-ce qu'il peut renforcer le rôle d'Oslo presque 30 ans après les accords d'Oslo? Alors, d'un point de vue de la Norvège, c'est dans notre intérêt en tant que pays au nord de l'Europe que cette région du Moyen-Orient qui est très centrale pour la stabilité mondiale, qu'on trouve des solutions politiques pour que les deux peuples, israéliens et palestiniens, puissent vivre côte à côte, qu'on renforce les forces politiques modérées, qu'Israël peut être en paix avec ses voisins, qu'il y a une reconnaissance mutuelle. Et c'est pour cela les gouvernements norvégiens successifs se sont toujours engagés pour être à disposition et travailler avec les acteurs pour trouver des solutions. Madame l'ambassadeur, le 21 juillet dernier, 25 pays, dont la Norvège, ont signé une déclaration commune. Le texte appelle Israël à mettre fin immédiatement aux hostilités dans la bande de Gaza.
nous rassemblant autour d'un message simple et urgent. La guerre à Gaza doit cesser immédiatement, ont écrit les ministres des Affaires étrangères de 25 pays dans le norvégien. Pensez-vous aujourd'hui que votre appel a été entendu ? Malheureusement, alors le cessez-le-feu qu'on a eu à un certain moment, ça nous laissait un espoir qu'on allait aboutir à la fin de ces hostilités et trouver des solutions pacifiques. Le cessez-le-feu a été rompu et tout de suite, c'est vrai, on attend encore des gestes forts de la part d'Israël. On voit qu'il y a toute petite ouverture de l'aide humanitaire, mais ce n'est nullement assez. Et nous continuons à appeler à un cessez-le-feu, à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la libération des otages et de travailler sur une solution durable. Comment expliquez-vous que 25 pays aussi importants, européens et non européens, ne peuvent pas encore à ce jour faire pression sur le gouvernement israélien ? Est-ce que ça démontre un peu l'impuissance de l'Europe ? Et d'un autre côté, c'est qu'il n'y a qu'un seul pays aujourd'hui au monde qui peut faire pression sur Israël, c'est bien les États-Unis, et ce n'est pas exactement le cas. Vous savez, l'intérêt de base, profondément, de principe, pour nombreux d'États, et surtout pour la Norvège, c'est le droit international, l'ordre mondial, où il y a un respect pour le droit international, le droit humanitaire international. Et je pense que nous sommes à un moment crucial, et pour les Palestiniens, mais surtout pour le droit international. Et c'est ce droit qu'on doit faire respecter et utiliser les moyens par le Cour international de justice, par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, les instances de l'ONU, pour faire comprendre à tous les acteurs internationaux que nous sommes beaucoup mieux tous ensemble dans un monde régi par un droit que le non-droit et le loi du plus fort. On est malheureusement très loin aujourd'hui des accords d'Oslo de 1993 et le rôle du diplomate norvégien Terje Rød Larsen dans la région. Est-ce qu'on est arrivé à un point aujourd'hui de dire qu'on ne peut plus négocier avec ce gouvernement israélien ? Est-ce que c'est un peu la conclusion de tout cela ? Nous ne devons pas tirer des conclusions définitives. Il y a toujours l'espoir de travailler avec et la société civile et les représentants de l'État et du gouvernement. La politique étrangère de la Norvège, c'est toujours de promouvoir et renforcer et trouver des moyens de dialoguer. Et on a un principe très fort, c'est qu'on est prêt à dialoguer avec tous les acteurs, même avec des acteurs dont nous avons des différends de fond, de principes profonds. Mais il faut quand même se parler. De ne pas se parler, c'est toujours, ça n'apportera de toute façon pas de solution. On passe à un autre sujet maintenant, Madame l'ambassadeur. En octobre 2023 s'est tenue ici même à Alger la 20e réunion des ministres des Affaires étrangères africains et leurs homologues des pays nordiques. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un axe solide Afrique-Scandinavie qui est en train de se mettre en place ? Oui, ça, c'est un oui définitif. Il y a tout un consensus parmi les pays nordiques que le monde a besoin d'un continent africain fort. On a besoin d'une voix des pays africains au niveau global. Nous sommes tous pour une réforme des institutions internationales, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, le système financier international, pour que l'Afrique a le rôle que ce continent mérite. Il est temps, il est vraiment temps. Malheureusement, on voit maintenant une baisse de l'aide au développement de la part de beaucoup d'acteurs internationaux. Y compris des pays nordiques ? Plus ou moins. Et ouais. Il y a bien sûr aussi d'autres conflits et d'autres intérêts encore plus près de nous. Cela ne veut pas dire qu'on est sans outils, sans moyens. Et nous pensons, entre pays nordiques, qu'une manière aussi de relever le continent africain qui prenne son rôle exact, c'est aussi de viser sur le commerce. Et c'était le thème du 21e réunion qui a eu lieu l'année dernière à Copenhague. C'était de renforcer le commerce entre les pays nordiques, les pays africains.
et soutenir aussi, bien sûr, le rôle de l'Union africaine. Nous félicitons le projet du zone de libre-échange du continent africain et justement, je suis très heureux de voir qu'à Alger, dans 4 semaines, il y aura la 4e foire internationale de commerce intra-africain et nous pensons que c'est vraiment un développement très important qu'il faut saisir. Et cela nous amène à parler de la coopération économique et commerciale entre la Norvège et l'Algérie. On parle souvent et plus d'une coopération dans le domaine industriel. C'est bien le cas avec de gros groupes norvégiens qui sont installés et qui investissent pleinement en Algérie depuis plus de 20 ans. Est-ce que l'industrie aujourd'hui est le point de repère de la coopération algéro-norvégienne ? Tout à fait. Nous avons des gros groupes mondiaux avec des sièges sociaux en Norvège, notamment le producteur de peinture, le leader mondial Jotun, qui a une usine en Algérie pour le marché algérien, bien sûr, mais aussi qui souhaite exporter. Il y a aussi quelque chose d'en commun entre l'Algérie et la Norvège, c'est que nous avons des côtes importantes et un passé et un présent qui est sous le signe de naval et maritime. Et le leader, justement, Wilhelmsen, est présent dans tous les ports en Algérie pour promouvoir des services au port de navires qui arrivent. Il travaille ici depuis de longues dates. Il y a aussi d'autres coopérations dans le domaine maritime et aussi plus technologique. Mais c'est surtout la coopération phare entre Sonatrach et la société norvégienne anciennement Statoil, mais toujours à 67% propriété de l'État norvégien. Maintenant, la compagnie s'appelle Equinor et diversifie aussi ses activités, non seulement dans le pétrole et le gaz, mais aussi dans les énergies renouvelables. Quand vous avez parlé tout à l'heure de la coopération solide qui se met en place entre l'Afrique et les pays scandinaves, notamment le vôtre, la Norvège, est-ce que vous mettrez l'Algérie dans les pays où il est facile pour des investisseurs norvégiens de venir s'installer ici et d'investir ? Alors, vous savez que le marché premier pour la production norvégienne et les coopérations industrielles et commerciales norvégiennes, c'est les pays de l'Union européenne et la Grande-Bretagne à 80-90%. Donc, la part où les industries norvégiennes se dirigent vers l'étranger, elle est plus réduit, mais nous avons une tradition, et par notre passé maritime, de partir dans des contrées lointaines. L'Algérie, c'est un marché juste à côté de l'Europe qui est intéressant pour beaucoup d'acteurs économiques norvégiens. Alors, vous avez parlé de la coopération, notamment entre le groupe Sonatrach et beaucoup d'entreprises norvégiennes. Un accord important a été signé à Oran l'année dernière entre Sonatrach et ICA Finance. C'est un mémorandum d'entente qui soutient les entreprises du secteur de l'énergie. La particularité, c'est le respect de l'environnement et aussi la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que l'expérience norvégienne est indispensable aujourd'hui pour les entreprises algériennes dans ce secteur ? Alors, nous sommes 2 pays qui ont signé l'accord de Paris, où nous avons pris des engagements volontaires pour participer à une amélioration du climat, d'éviter la détérioration. C'est dans nos intérêts, notre intérêt bien sûr. Cette transition verte qui est en marche, elle est importante, surtout pour des pays comme la Norvège et l'Algérie, qui produisent du pétrole et du gaz et qui exportent du gaz naturel. Vous savez que la Norvège et l'Algérie, c'est numéro 1 et 2 exportateurs de gaz naturel vers le continent européen. Et nous avons aussi des obligations de le faire d'une manière qui respecte l'environnement le mieux que possible. Et je me réjouis de voir qu'il y a un vrai engagement de la part des autorités algériennes et des opérateurs algériens d'accomplir ces genres d'exigences économiques aussi qui se posent parce que les consommateurs, les importateurs, ils souhaitent un produit propre.
Là, je pense que des sociétés comme ICA Finance, spécialisées dans le développement et la mise en œuvre des projets justement pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, c'est une bonne opportunité pour de travailler ensemble et montrer que nous sommes capables justement de réformer aussi un secteur aussi important et stratégique comme le secteur de l'énergie. Et nous travaillons avec des acteurs européens importants comme l'Italie, l'Allemagne, mais aussi le système international. Alors, Madame l'ambassadeur, comment est-ce que vous observez aujourd'hui les tensions politiques et diplomatiques algéro-françaises actuelles? Est-ce que vous êtes plutôt solidaire de la France comme État européen ou beaucoup plus de l'Algérie où vous êtes ambassadeur aujourd'hui? Alors, la Norvège a des très bonnes relations et avec l'Algérie, avec la France. Et je pense que je suis parmi beaucoup de gens qui sont quand même tristes de voir que deux pays qui ont tant de choses en commun, l'Algérie et la France, tant d'intérêts en commun, que ces deux pays, les relations passent maintenant par une phase difficile. Mais je pense que nous avons tous l'espoir qu'il y a possible de trouver des solutions, de renouer un dialogue sur tous les niveaux et que l'avenir sera meilleur. Alors, je vous pose cette question parce que beaucoup d'experts et de spécialistes font le comparatif avec les relations franco-allemandes nées de la Seconde Guerre mondiale, mais vous aussi, la Norvège, vous étiez en guerre contre un pays voisin et vous vous êtes émancipé en 1905, c'est la Suède. L'expérience algéro-française aujourd'hui peut-elle s'inspirer de l'expérience entre la Norvège et la Suède? Quel était le secret de la réconciliation entre la Norvège et la Suède? Déjà, oui, la Suède, mais on était aussi colonie danoise pendant 4 siècles. On a eu une occupation allemande pendant 5 ans. La Norvège est passée par des phases assez compliquées avant de s'affirmer comme un pays souverain, indépendant, avec une intégrité territoriale respectée et bien définie. Avec nos voisins, nous avons, je pense qu'on a eu cette reconnaissance que le passé a eu lieu et qu'il faut bâtir pour l'avenir. Parmi les 5 pays nordiques, nous avons une institution interétatique, le Conseil de ministres nordiques, qui est un organisme vivant, très fort, où tous les habitants des pays nordiques se retrouvent. Nous avons justement un marché commun de travail, une union de passeports, on peut voyager librement, on peut s'installer. Et on a pu réduire toutes ces barrières entre des pays souverains, tout en gardant notre identité individuelle. Et je pense que c'est le fait de voir vers l'avenir, de prendre en compte les besoins surtout de la jeunesse, les transformations de la société et pleinement profiter justement de tout ce qui est maintenant les opportunités dans le développement digital et autres. Au moment où beaucoup de pays européens frappent à la porte de l'Union européenne pour y accéder, la Norvège a une particularité, c'est le seul pays qui a refusé par 2 fois d'être membre de l'Union européenne par 2 référendums, en 1972 et en 1994. Alors, 2 petites questions, comment est-ce qu'on peut expliquer cette particularité? Et selon vous, s'il y a un 3e référendum, quel serait le résultat? Alors la particularité, c'est que c'est à peu près la seule fois que le Parlement a décidé d'utiliser la démocratie directe par référendum, qui n'est pas la règle en Norvège. On a une démocratie représentative. C'est une question qui divise le pays. C'est une question assez compliquée qui touche à des clivages politiques et social, géographique et autres qu'on a essayé, qu'on travaille, on continue avec cette démocratie participative de surmonter. Mais quand il s'agit de l'adhésion à une institution comme l'Union européenne, où maintenant tous nos voisins sont membres, ça divise. Et c'est très juste. C'est presque 50-50 chaque fois, c'est très juste.
Nous avons trouvé un autre moyen pour surmonter cet désaccord dans la population, c'est qu'on a un accord de faire partie de l'espace économique européen. Il y a une centaine d'accords avec la Norvège et l'espace Schengen aussi, la Norvège fait partie. partie. On est partie de l'espace Schengen et beaucoup d'autres accords. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays membres de l'Union européenne, comme le Danemark par exemple. Voilà, on est peut-être le pays le mieux intégré sans être membre à part entière, mais c'est la volonté des citoyens norvégiens d'avoir cet arrangement. Pour un troisième référendum, je ne me prononcerai pas. Mais, est-ce qu'il y a des sondages aujourd'hui qui parlent d'un troisième référendum ou qui proposent des résultats? Est-ce qu'il y a des sondages, non? Il y a des sondages, oui. Il y a des ils sondages, sont partagés ou clairs? Non, c'est pas très clair. Ça évolue. Ça évolue. Et pour l'instant, nous préparons des élections parlementaires au mois de septembre. Quelle sera la majorité au Parlement? Est-ce que ce sera une majorité politique qui est prête à relancer la question? Nous verrons. Mais on a l'impression que la Norvège se sent bien en dehors de l'Union européenne. Bon, c'est le modèle que nous avons choisi. Vous êtes aussi ambassadeur de Norvège en Tunisie, avec résidence à Alger. Votre ministre a reçu son homologue tunisien au mois de juin à Oslo. Comment vous évaluez aujourd'hui la situation politique et économique de la Tunisie? Je pense que nous n'avons pas encore pris en compte et évalué en pleine mesure les développements et les évolutions qui ont lieu en Tunisie depuis quelques décennies. Pour la Norvège, la Tunisie est un partenaire important dans la région d'Afrique du Nord et nous avons soutenu les processus politiques et le développement économique de ce pays depuis de nombreuses années et nous restons un grand ami de la Tunisie. Un mot aussi sur l'Ukraine, parce que la Norvège, votre pays, est un des plus grands soutiens aujourd'hui de l'Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie. Il y a un dialogue qui s'annonce entre les États-Unis et la Russie sur la question ukrainienne. C'est une guerre qui n'a que trop duré aujourd'hui, Madame l'ambassadeur? Elle a trop duré, bien sûr. Toute guerre, si on peut les éviter, c'est quand même mieux. Mais à quelles conditions? Nous mettons toute la responsabilité de cette agression sur la Russie et nous soutenons les Ukrainiens dans leur combat contre l'agresseur. Les Ukrainiens se battent non seulement pour leur propre pays, mais pour l'Europe. Et c'est aux Ukrainiens de poser les conditions d'un cessez-le-feu et le développement futur de leurs relations et avec la Russie et les autres pays en Europe. Vous savez, quand la Norvège est voisin avec la Russie, quand votre voisin attaque un autre voisin, vous ne pouvez pas rester et nous sommes, comme vous l'avez dit, un soutien indéfectible à l'Ukraine. Et comment vous évaluez aujourd'hui la position des États-Unis? Est-ce qu'un pays comme la Norvège, est-ce que l'Europe de manière générale est déçue par la position des États-Unis et de son président Donald Trump, qui est très ambigu en fait, qui a humilié le président ukrainien il y a quelques mois à la Maison-Blanche et qui ne montre pas une position très claire de soutien à l'Ukraine, comme vous l'espérez, vous, État européen? Alors, ce que nous disons du côté européen, c'est que l'Europe et l'Ukraine doivent faire partie de la préparation des discussions et des discussions sur le cessez-le-feu et sur la cessation des hostilités et un futur processus de paix. L'Ukraine, parce que c'est leur pays, et l'Europe, parce que ça va de la stabilité, la sécurité et la paix en Europe. En tant que pays, la Norvège, en tant que continent, l'Europe, est-ce que vous soutenez l'approche américaine sur ce conflit ou est-ce qu'il y a encore des réserves? Alors nous souhaitons que l'administration Trump arrive à leur objectif qui est la paix en Ukraine, mais c'est aux Ukrainiens de poser leurs propres conditions.
Alors on ne peut pas vous inviter sans parler de la situation au Soudan. C'est aussi important pour vous parce que vous avez été ambassadeur de Norvège au Soudan avant de venir en Algérie. Euh, Aujourd'hui, le pays est dévasté par une guerre civile terrible, où il y a beaucoup d'acteurs étrangers qui sont à l'intérieur du pays. C'est un pays encore divisé par deux après avoir déjà été divisé. Euh, En tant qu'ambassadeur de Norvège qui avait vécu là-bas, qui avait connu les Soudanais, est-ce que vous êtes optimiste sur un prochain retour de la paix dans ce pays, même si les dernières négociations n'ont pas abouti à grand-chose? C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est des gens que j'ai côtoyés pendant 2 ans. J'ai beaucoup d'amis qui sont maintenant réfugiés dans des pays voisins. C'est une catastrophe humanitaire gigantesque. Et là encore, il faut un cessez-le-feu, il faut acheminer l'aide humanitaire. C'est vraiment la première priorité. Et la communauté internationale doit faire pression sur les acteurs en guerre et aussi sur leurs partenaires étrangers. La Norvège a œuvré au Soudan depuis des décennies, depuis 60 ans presque. On a établi des contacts avec la société civile, on a eu nos ONG et aussi une coopération entre universités très importante. Et c'est ce travail pour la paix et la réconciliation que nous savons qu'il faut continuer, surtout dans des temps de grandes crises. Et il ne faut jamais baisser les bras. Et c'est aux Soudanais encore de dire ce qu'ils souhaitent comme avenir pour leur pays. Et nous sommes là et nous souhaitons aussi qu'il y aura encore plus de pression et attention et aussi de couverture médiatique sur cette crise qui ne... C'est pas uniquement les Soudanais, c'est toute la région, la Corne de l'Afrique, mais aussi le Sahel, l'Afrique du Nord et aussi l'Europe qui est concernée par cette crise gigantesque, une guerre civile terrible, où encore c'est les civils qui souffrent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Madame l'ambassadeur, que c'est une guerre oubliée aujourd'hui au Soudan, avec son lot de morts, de blessés et de déplacés? Quand vous parlez, quand vous dites que la communauté internationale doit s'intéresser à la question, est-ce qu'on ne fait pas face à cette triste réalité? C'est une guerre qu'on oublie, qu'on ne veut pas voir en face. Pourquoi, vous qui avez vécu dans ce pays pendant 2 ans, comment vous expliquez cette situation? Alors, chaque guerre, chaque crise internationale est différente. Malheureusement, nous vivons une époque où il y a beaucoup d'hostilités, beaucoup de guerres terribles. Ce qui est important, c'est que nous appliquons la même règle, qu'on a une position et des méthodes cohérentes envers chacune de ces crises, qu'on applique le droit international, qu'on impose le droit humanitaire international à la Russie, en Ukraine, à Israël, au Gaza, en Cisjordanie et aux acteurs dans le conflit soudanais. On se doit de protéger les civils. Il y a des conventions, il y a des règles à respecter. Et quand ils sont bafoués, il faut justement utiliser le système juridique international dont nous, tout le pays faisons partie et soutenir les actions de l'ONU qui aussi est en crise en ce moment. Mais c'est le système que nous avons décidé d'avoir et la plupart des pays, nous avons besoin et il faut faire face commune et s'unir pour défendre justement ces principes. Un autre conflit beaucoup plus proche de nous, c'est le Sahara occidental qui dure depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Quelle est la position de la Norvège qui, elle, reconnaît le Polisario? Je pense que le Polisario est représenté à Oslo, comme à Stockholm aussi. Quelle est la position de la Norvège sur la question du Sahara occidental au moment où certains pays européens décident, il faut le reconnaître, de tourner le dos au droit international et de s'éloigner des Nations Unies? C'est quoi le rôle d'Oslo? Encore une fois, pour la Norvège, nos intérêts est lié à ce principe de base de défense du droit international. Et elle doit être défendue
au Sahara occidental, comme dans les autres guerres dont nous avons mentionné. La Norvège soutient donc la position qui a été établie par le Conseil de sécurité. Nous pensons que la crise a trop duré, qu'il faut trouver une solution. Mais le principe d'autodétermination de la population sahraoui est aussi à la base d'une telle solution. Ce n'est pas parce que le Maroc occupe un territoire non reconnu que c'est une souveraineté qui va durer. Nous appelons à un dialogue pour une solution juste et durable et mutuellement acceptée par les parties. Thérèse Loken-Geziel, ambassadeur de Norvège en Algérie et en Tunisie, merci d'avoir répondu à nos questions sur One to One et à très bientôt, j'espère. Merci. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.